toutes les personnes qui sont 100% indépendantes et libres. Il n'y en a aucun qui dépend d'un seul revenu. Donc voilà, c'est hyper important à prendre en compte et à se mettre dans la tête. Hello hello mes nomades préférés, bienvenue sur votre podcast Connexion Ensoleillée. Je suis Joyson, créatrice de ce podcast et freelance en consulting e-commerce. L'idée de ce podcast est de vous partager des conseils pratiques pour optimiser votre travail à distance et découvrir des personnes aux histoires inspirantes tant au niveau personnel que professionnel qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat en ligne et travaillent désormais en voyageant. J'espère que chaque moment passé ensemble vous donnera un peu plus envie de rejoindre la communauté des nomades digitales. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Connexion Ensoleillée et l'on va parler de l'équilibre entre l'ambition personnelle et le désir de liberté personnelle quand on est digital nomade. Enfin, l'une des plus grandes questions pour les digital nomades, surtout ceux qui travaillent en freelance ou qui entreprennent, comme c'est le cas pour moi, en fait, on se pose beaucoup la question où est l'équilibre entre l'ambition personnelle et la liberté personnelle. Comment progresser dans sa carrière, atteindre ses objectifs tout en vivant pleinement une vie de liberté? C'est un peu les questions qui ressortent beaucoup quand on commence à être digital nomade et freelance. Donc voilà, c'est le sujet de cet épisode. Dans un premier temps, donc, on va devoir réfléchir à ce que l'on souhaite, à ce qui nous anime et à notre but ultime, en fait, ce qui nous passionne, ce pourquoi on se lève le matin, etc. Il y a vraiment cette réflexion à faire chez nous et donc, en clarifiant tout ça, on va pouvoir adapter son mode de travail à ses objectifs professionnels et à sa mobilité. Je vais vous expliquer un petit peu, moi, mon parcours, même si j'en ai déjà parlé dans mon premier épisode, mais là, je vais vous donner des cas concrets. Si on souhaite, par exemple, une mission freelance à haute valeur ajoutée, où l'on a un rôle stratégique dans l'entreprise ou que l'on intervient pour un projet complexe, va falloir qu'on fasse des compromis, notamment sur la flexibilité et sur notre lieu de travail, notre lieu d'habitation également. On va devoir s'adapter aux horaires du client parce que si tu travailles avec un client qui est basé en Europe et que tu voyages en Asie du Sud-Est, notamment, comme c'était le cas pour moi l'année dernière, il va falloir que tu acceptes et que tu sois prêt à travailler à des horaires décalés pour être aligné avec la time zone du client parce que bien sûr, c'est toi qui vas t'adapter et c'est pas le client. C'est vrai qu'il y a certains clients qui s'adaptent, mais ça dépend des missions, ça dépend des jobs, etc. Mais c'est vrai que quand on a tendance à être en contact avec plusieurs personnes, plusieurs acteurs au sein de l'entreprise, ça va plutôt être à nous de nous adapter plutôt que le client, ce qui est compréhensible pour ne pas retarder le projet et les deadlines. Parce que donc il va y avoir les horaires du client, mais aussi les équipes transversales avec lesquelles on aura besoin de communiquer pour avancer, et aussi les prestataires, les différentes agences. Moi, je sais qu'avec mon client, j'ai beaucoup de contacts avec des équipes parallèles au sein de cette entreprise, mais aussi avec des autres agences que je coordonne. Donc voilà, pour le cas de l'Asie du Sud-Est, ça va impliquer que l'on va travailler beaucoup plus tard le soir, parfois jusqu'à minuit, 1 heure, voire plus, en fonction des disponibilités et des urgences du client. Mais en contrepartie, le matin, on va pouvoir avoir sa routine matinale, être vraiment focus sur nous, sur notre bien-être. Mais par contre, à partir de 14-15 heures, il va falloir être disponible pour le client jusqu'à plus tard dans la soirée. Donc ça, c'est bien à prendre en compte. Si on veut des missions à haute valeur ajoutée, il va également falloir peut-être faire un compromis sur le fait de voyager sur des délais peut-être plus longs. En effet, va falloir être un peu plus fixe et moins mobile pendant un certain temps donné, notamment, je pense, au début de la mission. Parce que au début de la mission, au début de chaque mission, c'est plus compliqué forcément parce que on a un temps d'adaptation, donc déjà comprendre les besoins clients, comprendre l'environnement du client, comprendre aussi le projet pour lequel on a été recruté. Donc il y a beaucoup de paramètres qui vont être nouveaux et donc il y a beaucoup d'informations les premiers mois, surtout le premier mois. Donc et peut-être un workload plus intense que par la suite, une fois qu'on sera autonome et qu'on aura nos habitudes, etc. Donc, il va falloir penser à s'installer
temporairement dans une ville qui a aussi une bonne infrastructure pour travailler et voilà, une bonne connexion internet, un environnement productif. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai fait un épisode sur la productivité en tant que digital nomade. Donc, n'hésitez pas à aller l'écouter ou le réécouter pour ceux qui l'ont déjà fait. C'est des éléments à prendre en compte. Ensuite, si on veut une mission, donc peut-être qui a moins de valeur ajoutée, mais qui reste chez un client quand même, un client renommé, enfin dans une entreprise mondiale, une entreprise internationale, où il y a quand même beaucoup plus de concurrence qu'une plus petite entreprise, parce que forcément les grands comptes attirent beaucoup plus de personnes, parce que voilà, c'est quand même pour certaines personnes, c'est une envie et un rêve de travailler pour certaines entreprises. Là, il va falloir développer des compétences en négociation. Là, vraiment, la négociation, ça va être la clé. Je pense, moi, notamment pour moi et de manière personnelle, pour mon cas, quand j'ai eu des missions pour des grands comptes, pareil, j'ai quand même eu l'opportunité donc de pouvoir négocier sur le rythme de travail, notamment le rythme à laquelle j'allais être au bureau, à l'office, avec l'équipe et le client. On peut proposer un rythme qui est personnalisé à nous. Par exemple, moi, je sais que j'ai négocié un rythme de travail où je serai en présentiel pendant une semaine complète par mois, mais du coup, uniquement une semaine en présentiel et pas le 2 jours, 3 jours de télétravail comme ce qui est la plupart du temps le cas pour les entreprises, notamment de renommée. Aussi, comme autre schéma, on peut penser à demander à être en présentiel avec le client les 2-3 premiers mois de la mission en fonction de la durée de la mission, ou voire le premier et le deuxième mois de la mission, en présentiel, donc en full time dans les locaux du client, le temps que on apprenne à connaître l'équipe, on apprenne à connaître le projet et l'environnement dans lequel on travaille, qu'on développe aussi des relations de confiance avec les clients, parce que c'est quand même assez important. Et pour le coup, ce que je peux comprendre avec certains clients, c'est que quand on n'a jamais vu la personne, quand on ne travaille jamais en présentiel avec cette personne, ça peut créer peut-être peu de confiance nécessaire pour certains projets, notamment lorsque on travaille avec différents acteurs au sein de l'entreprise. Donc voilà, peut-être proposer ce rythme de travail-là qui peut être intéressant pour l'entreprise, mais vraiment c'est du cas par cas, et en fait il n'y a pas de règle. La seule règle, c'est vous qui vous l'imposez avec le client, en fonction aussi de vos envies, de vos besoins, etc. du moment. C'est vous qui gérez cette négociation-là avec le client. Vous pouvez aussi trouver des solutions qui satisfont les deux parties, comme avoir un planning clair ou des outils de collaboration efficaces, des réunions, enfin voilà, se caler un petit peu des routines que la communication soit fluide, parce que c'est quand même le nerf de la guerre, la communication, hormis le budget. Mais ça demande à être en contact direct avec le client, parce que moi je sais qu'il y a quand même beaucoup de cabinets de recrutement qui me contactent, mais et dès que je leur dis en distanciel, c'est vrai que là je sens que ça coince. Mais en fait là où moi j'ai réussi à négocier ce distanciel, où une fois par mois je venais chez le client, c'était parce que j'étais directement en contact avec le client. Et donc là, forcément, on a un lien qui se crée. Enfin, le client nous voit directement, voit notre personnalité, etc. Donc là, la négociation, elle va être un peu plus facile qu'avec un cabinet de recrutement où là, on n'est qu'un CV aux yeux du client. Et aussi, j'ai une astuce. En fait, si tu veux préserver et que c'est vraiment hyper important pour toi ta liberté géographique, pouvoir travailler de l'endroit où tu veux, forcément, tu vas devoir faire des compromis. Et ça peut passer également par ton tarif, ton TJM pour les freelances, ou ton salaire pour les employés. Mais il va falloir faire des compromis. Ça peut être un élément de négociation. Accepter un tarif légèrement inférieur au marché par rapport à des profils similaires aux tiens, qui se compense par une absence de présence chez le client pour une mission moins stratégique. Parce que c'est vrai que quand c'est une mission stratégique, très stratégique, les clients, ils vont pas négocier sur tout ce qui est liberté géographique. Je sais qu'avoir un expert au prix inférieur du marché, qui est certes n'est pas là, mais qui est inférieur au marché, ça peut être quand même un avantage
concurrentiel, indéniable pour certaines entreprises qui n'ont pas forcément un très gros budget ou aussi qui souhaitent une mission sur la durée, des missions récurrentes avec cet expert-là et qui n'ont pas forcément la bande passante pour rechercher des profils tout le temps. Ça peut être un élément de négociation. Mais de manière générale, sachez qu'en 2025, les grandes entreprises françaises ont tendance à vouloir faire marche arrière en termes de télétravail et que ce soit au niveau salarié et même en freelance. Je sais qu'ils demandent vraiment à être disponibles au moins 2 jours par semaine au bureau. Donc voilà, ça nécessite pour les entreprises parisiennes d'habiter à Paris ou dans la ville du client si ce n'est pas à Paris. Mais voilà, c'est vraiment une tendance générale que j'ai observée là depuis quelques mois. Il y a forcément des exceptions, c'est sûr, mais voilà, ça va demander plus de négociations et vraiment un profil plutôt expert avec des compétences qui sortent de l'ordinaire ou qui sont très recherchées. Mais en revanche, ça c'est ce qui se fait donc en France, mais n'hésite pas à aller voir ce qui se fait en Europe, dans les entreprises, dans les grandes entreprises européennes voire mondiales. Recherche un petit peu les besoins clients, les tendances, les compétences recherchées, parce que j'ai discuté donc avec différents cabinets et ils m'ont surtout dit que en fait cette tendance à faire machine arrière sur le télétravail, ça s'observait surtout en France et moins notamment en Europe, en Espagne, au Portugal. Donc voilà, ils sont généralement plus flexibles sur ce point-là. Ensuite, deuxième point, il faut construire une carrière qui est compatible avec son mode de vie nomade. Par exemple, si tu souhaites attirer des clients et correspondre aux besoins des clients, de mon point de vue et de ce que j'ai pu voir par mon expérience, ça va être indispensable d'acquérir de l'expérience avant de réclamer plus de liberté. Parce que l'une des clés pour obtenir la liberté professionnelle, c'est de devenir incontournable dans son domaine. Et donc, ça va passer par accumuler de l'expérience client. Par exemple, je sais que les premières années, voilà, tu acceptes plus de responsabilités ou tu as des conditions un peu plus contraignantes que quand tu acquiers de l'expérience. Mais ça va te permettre d'avoir une solide expérience, réputation et même avoir des recommandations de tes clients. Accumuler de l'expérience et diversifier l'expérience aussi au début de la carrière pour après pouvoir se spécialiser sur un domaine et devenir incontournable dans ce domaine-là. Et donc atteindre le statut senior, être reconnu comme un expert, c'est un peu le Graal et ça te permet de négocier plus facilement des conditions de travail qui te correspondent plus pour que ce soit donc réduire ta charge de travail ou pour voyager plus librement. En freelance, ce statut d'expert, il est recherché par les clients. C'est un peu la raison principale, je dirais, pour laquelle les clients recherchent des freelances. C'est qu'ils recherchent vraiment quelqu'un plutôt d'expert sur un domaine. Alors, c'est pas forcément le digital, par exemple, pour moi, c'est pas forcément le digital de manière globale, mais sur une compétence particulière, par exemple, l'expérience client en e-commerce. Voilà, c'est une compétence qui peut te permettre de te démarquer de certains profils. Pour réclamer plus de liberté, ça passe donc par acquérir de l'expérience, mais aussi par se former quotidiennement, continuellement dans le digital pour être au courant des tendances, des nouveaux outils. Parce que c'est vrai que particulièrement dans ce domaine, les tendances vont assez vite. Enfin, les nouveaux outils, ils poussent comme des champignons, si je peux dire. Donc, c'est vrai qu'il faut rester vraiment au courant de tout ça, se mettre des veilles, enfin, même regarder un petit peu ce dont parlent les médias spécialisés. Mais voilà, un peu fouiller sur Internet, même ce qui se passe sur les réseaux sociaux, parce que être au courant de son actualité dans son domaine, c'est également indispensable. Et les besoins évoluent assez rapidement pour les clients. Donc, c'est hyper important de rester informé et se former. N'hésitez pas à me dire si cette partie-là vous intéresse. Je pourrais peut-être développer ce sujet dans un épisode dédié parce que c'est vrai, en tout cas, moi, je sais que se former quotidiennement, c'est vraiment ce qui va te permettre de te différencier du marché et d'acquérir des libertés que les autres n'ont pas forcément. Et donc, pour construire une carrière qui est compatible avec ton mode de vie nomade, je dirais de privilégier les missions récurrentes et longues. C'est un peu le Graal, pour les freelances notamment. Parce que forcément, donc, il va y avoir moins de prospection. Et c'est vrai que la prospection, ça, je vais pas vous l'apprendre, mais
ça prend énormément de temps, c'est hyper fastidieux, ça demande beaucoup d'énergie, de concentration, de mettre en place des systèmes, et même savoir bien se vendre, et cetera. Ça demande beaucoup aussi de soft skills. Donc c'est plus intéressant de se focus sur des missions longues pour pouvoir justement, être à l'aise dans sa mission, avoir plus de liberté pour voyager, explorer. Le fait d'avoir des clients réguliers, ça s'acquiert avec l'expérience. Mais le fait d'avoir des missions longues, ça dépend vraiment du type de mission. Tout ce qui est dans la communication, notamment graphiste, etc., il y a peut-être moins de missions récurrentes, même si on peut en trouver. Et ça, je sais parce que je connais des gens qui travaillent dans la communication en tant que graphiste, directeur artistique, etc., qui ont des missions depuis 2-3 ans avec le même client. Dans tous les domaines du digital, on peut avoir des missions récurrentes, notamment si ton travail est correct et que ça convient au client et que la relation se passe bien, qu'il y a une relation de confiance, etc. Pour trouver cet équilibre, c'est aussi important de clarifier ses objectifs et s'adapter à l'évolution de ce que tu ressens aussi. Parce que c'est vrai que nos ambitions, elles évoluent avec le temps. Parfois, ce que nous recherchons, ça change. Et donc, il est important d'aligner nos objectifs professionnels avec nos aspirations personnelles. Par exemple, pour mon cas, c'est vrai que j'ai observé beaucoup d'évolutions par moi-même. C'est vrai qu'au début, et même du coup, pendant mes études et même en arrivant en tant que freelance, je souhaitais vraiment et rapidement gravir les échelons, accumuler des responsabilités, collaborer avec des grandes entreprises. Vraiment un peu le Graal de toute personne qui est en études, qui sort de ses études, etc. Et avec le temps et du coup aussi avec les opportunités que j'ai eues, j'ai pu diversifier mes expériences. Ça, c'est hyper important aussi au début, de diversifier ses expériences pour savoir un petit peu, déjà d'avoir l'opportunité de voir différents sujets, différents contextes, etc. Mais aussi de savoir ce que tu aimes. Et ensuite, une fois que tu as diversifié tes expériences, moi là, je sais que j'ai envie de travailler avec sur des projets un peu plus stimulants et avec des entreprises qui ont une croissance assez rapide et dans lesquelles j'ai une grande autonomie. C'est vraiment différent de ce que je souhaitais au début. Hyper important de clarifier ses objectifs. N'hésite pas à écrire ce que tu souhaites vraiment au niveau professionnel et personnel parce que ce que tu veux personnellement, ça peut impacter professionnellement. C'est aussi l'objet de cet épisode et de ce podcast de manière générale. Et aussi avoir une sorte de carte ou de map, de mind map dans ta tête ou sur un papier, peu importe, pour voir tout ce que tu souhaites faire, tout ce que tu souhaites acquérir comme compétences, etc. pour justement avoir une vision plus claire et aller dans la direction que tu souhaites et savoir là aussi où tu dois focus ton énergie. Et aussi, ça va te permettre d'avoir un peu une limite de temps. Si tu veux développer, je sais pas, une compétence, par exemple la prise de parole en public, tu sais que cette année ou les 6 prochains mois, tu vas te focus sur cette compétence-là et ensuite, tu l'auras acquérie et tu pourras, développer d'autres compétences. C'est important aussi de se fixer des limites de temps parce que forcément, on veut acquérir plusieurs expériences, plusieurs compétences, etc. Mais sans limite de temps, en fait, ça va pas être concret. Se fixer une limite de temps et créer des systèmes. Donc voilà, suivre ses progrès, notamment avec des outils numériques. Je sais qu'il y a beaucoup d'outils un peu organisationnels qui sont beaucoup utilisés, notamment Notion, Trello, comme j'ai déjà expliqué dans les épisodes précédents. Donc, se créer des systèmes et évaluer régulièrement ce qui fonctionne ou pas pour un peu après se focus sur ce qui fonctionne. N'hésitez pas à me dire si c'est un sujet qui vous intéresse, le fait de développer des systèmes, etc. Également, ça, je pourrais en parler dans un épisode dédié. Donc voilà, de manière générale, clarifier tes objectifs va te permettre de gagner du temps et d'économiser ton énergie, ce qui est quand même assez important. Et ensuite, en 4e point, je dirais il faut arriver, donc tout ça, en fait, tout ce que je vous ai dit avant, ça va vous permettre, en fait, de générer des revenus, qui sont compatibles avec ton mode de vie de nomade. Il va falloir aussi que tu diversifies tes sources de revenus. C'est vrai que pour maintenir un mode de vie nomade, surtout si tu voyages dans des endroits où la connexion internet elle est pas très stable ou que il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte,
il faut ne pas dépendre uniquement de ton revenu actif de salarié ou de freelance et qu'il faut développer des revenus complémentaires. Moi, c'est vraiment la partie sur laquelle je suis en ce moment et que je souhaite me focus sur pour 2025 parce que je pense que j'ai acquis du coup les expériences, enfin les étapes d'avant. Donc maintenant, je suis un peu dans la diversification de revenus et ça passe par des produits digitaux. Je vous en ai parlé dans mon premier épisode de 2025 où je souhaitais justement développer un petit peu du contenu, des produits digitaux, voilà, me focus sur la création de contenu. C'est un peu aussi le Graal pour, je pense, pour tout indépendant, parce que forcément, on se détache donc de ses clients, des missions et être à cheval sur les missions et vraiment avoir prendre du recul et pour se créer vraiment la vie qu'on souhaite en fait. Il faut pas dépendre uniquement d'un revenu et d'ailleurs toutes les personnes qui sont 100% indépendantes et libres, il n'y en a aucun qui dépend d'un seul revenu. Donc voilà, c'est hyper important à prendre en compte et à se mettre dans la tête, c'est que voilà, il va falloir diversifier les sources de revenus. Et aussi, ce qui est hyper important, dernière partie, c'est son mindset, l'état d'esprit d'adaptation et de bien-être. Parce que voilà, quand on est digital nomade, forcément, on va avoir des fluctuations, que ce soit dans nos revenus, mais aussi dans la charge de travail. Donc, il faut accepter ça et ne pas paniquer à la première fluctuation négative. C'est un peu comme dans la bourse, on a toujours des hauts et des bas. Et là, pour dans ce mode de vie, ça va être exactement la même chose. Mais faut avoir justement confiance en ses compétences, confiance en soi et confiance en ce mode de vie, en fait, se rappeler pourquoi on fait ça, pourquoi on veut avoir ce mode de vie-là et du coup continuer toujours agir, continuer à faire nos actions pour justement arriver là où on veut. Il va falloir aussi apprendre à dire non. Ça, c'est vrai que c'est hyper important. Je l'ai déjà dit dans mes épisodes précédents, mais enfin, je vous le dis parce que j'en parle en connaissance de cause. Et c'est vraiment hyper important d'apprendre à dire non, que ce soit dans tout ce qui est les sollicitations par des cabinets de recrutement ou par d'autres potentiels clients. Si c'est des projets qui n'ont pas tes valeurs, qui vont te prendre trop de temps ou alors tu sais que là, le budget ne correspond pas du tout avec tes attentes, ne va pas plus loin, ne dépense pas ton énergie à aller dans un terrain un peu caillasseux. Ça ne sert à rien. Continue dans la direction dans laquelle tu t'es focus. Et en fait, les bonnes opportunités arriveront au bon moment pour toi. Ça c'est sûr et certain. Si tu as mis en place ta visualisation, si tu sais là où tu veux aller et que tu mets en place tes actions, tu agis en conséquence, il faut rester focus sur ce que l'on souhaite. Donc, hyper important d'apprendre à dire non aussi pour ton bien-être et ne pas être surchargé de travail parce que ça a un gros impact sur ton bien-être et du coup ça peut en fait stopper tous tes projets mais aussi tes projets personnels et professionnels parce qu'en fait à vouloir tout faire au final on finit par ne rien faire. Donc voilà, avancer doucement mais sûrement, c'est vraiment la meilleure citation que je peux donner. Et enfin, hyper important aussi, c'est de valoriser les connexions humaines. C'est hyper important et surtout en tant que digital nomade parce qu'on a tendance à être un peu plus seul puisqu'on voyage assez fréquemment. C'est d'ailleurs l'un des défis majeurs des digital nomades, hein, on va pas se le mentir. Donc, au-delà de ces projets professionnels et personnels, c'est hyper important d'investir son temps pour se créer une communauté autour de soi. Alors pas forcément une grosse communauté, on n'a pas besoin d'être entouré de 45 personnes. Franchement, une petite communauté, même 5-10 personnes, même pas 5 personnes en réalité, qui sont assez proches de toi, qui partagent tes valeurs, qui partagent ton mode de pensée, ton état d'esprit, c'est hyper enrichissant, que ce soit dans des espaces de coworking ou via des événements locaux. C'est d'ailleurs aussi moi la raison principale pourquoi j'ai commencé à avoir ce mode de vie-là où je me suis dit cette année, je me lance full-time en digital nomade. C'était vraiment pour les connexions humaines et pour être entourée de personnes qui me ressemblent et qui ont ce même état d'esprit-là, d'entrepreneuriat, de vie complètement différente de la normale. Enfin, j'ai plein d'amis, plein de connaissances qui sont très bien dans leur vie plus stable et plus sédentaire. Mais voilà, c'est un peu plus compliqué de trouver des personnes qui ont ce mode de vie-là
Moi, quand je suis partie à Londres, par exemple, j'ai participé à des meet-up et à des événements, professionnels, notamment, où il y avait, beaucoup de femmes et cetera et du coup, j'ai pu, apprendre à connaître et à développer des relations, professionnelles, même dans un autre pays. Donc c'est un vrai challenge parce que, bah, ça prend beaucoup d'énergie de rien que de se présenter et d'être hors de sa zone de confort et enfin de sa zone de confort, mais dans un contexte international où tu es la seule qui parle, français. Mais au final, à la fin, j'en suis ressortie hyper, contente, enrichie, de toutes ces relations, de tous ces échanges que j'ai pu avoir. En conclusion, je dirais que équilibrer donc l'ambition, professionnelle et la liberté, personnelle, bah, ça demande du travail, c'est hyper challenging de savoir aussi s'adapter et de clarifier ce que l'on veut réellement. C'est vraiment, important et ça demande du temps parce que des fois, en fait, la vie, elle va tellement vite qu'on prend pas le temps de prendre du recul et de réfléchir à ce que l'on veut réellement, alors que, enfin, je trouve que c'est vraiment la base de tout, de prendre du recul sur ce que l'on fait, sur ce que l'on a acquis et sur ce que l'on souhaite. Le statut de freelance et l'entrepreneuriat, c'est vraiment des modes de vie différents de la moyenne des Français, mais qui peut vraiment t'apporter tellement au niveau professionnel et personnel. Je parle vraiment en connaissance de cause. Je le vis en fait tous les jours au quotidien et depuis maintenant 5 ans. Donc je sais que ça peut t'apporter énormément des deux côtés. Mais bah, tout ce qui t'enrichit, ça demande aussi du temps et de l'énergie. Et tout ce qui sort de la moyenne, ça demande encore plus et d'autant plus de temps et d'énergie. C'est un processus qui évolue aussi au fil du temps et au fil de tes envies, de ton âge et cetera. Mais c'est vrai qu'en appliquant, voilà, les principes que je t'ai cités dans cet épisode, tu pourras construire une vie qui allie, l'épanouissement professionnel et la liberté. Donc, voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écoutée et je vous dis à très vite. Merci d'avoir terminé l'écoute de cet épisode et merci de le partager tout autour de vous, à votre famille de voyageurs, vos amis entrepreneurs et futurs entrepreneurs et à tous ceux pour qui ce podcast sera bénéfique. Je vous invite également à mettre le plus d'étoiles possible avec un petit commentaire, une question ou votre ressenti pour que je puisse devenir la reine des classements. Je lis tous vos messages avec grand plaisir. Si vous souhaitez me voir plus souvent, suivez-moi dès maintenant sur YouTube et Instagram. Les liens sont dans la description de cet épisode. Activez également les notifications pour recevoir les épisodes de Connexion Ensoleillée dès leur sortie. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter la plus ensoleillée et connectée qui regorge de tips. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et que vous vous rapprochez un peu plus de votre liberté professionnelle. De mon côté, j'ai beaucoup aimé créer cet épisode pour vous. Alors n'oubliez pas, voir le monde de ses yeux est 1000 fois mieux que n'importe quel rêve. À très vite!